Et bonjour, bonjour la France, bonjour le monde, bonjour Twitch, bonjour Julien Pagnac. Incroyable que vous soyez déjà là, monsieur Pagnac. Salut le gros gag, salut petite crevette, salut Kylian, bonjour à tous et salut Célène. Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream de la matinale tout à fait matinalesque. Alors je n'ai pas de jus d'orange, je ne dispose qu'actuellement d'une cafetière de café que je vais m'empresser de presser, comme le jus d'orange. Et salut Neverline, salut Perceval, salut Phyton. Le jus d'orange, c'est plus la saison des oranges, monsieur Pagnac en fait. C'était l'hiver, et là c'est le printemps. Il y a les oiseaux qui chantent. D'ailleurs, vous n'entendrez pas les oiseaux aujourd'hui parce qu'il fait, comme vous l'avez remarqué, un temps de merde. Et comme il fait un temps de merde, je n'ai pas ouvert la fenêtre. Voilà. Petite astuce, quand il fait un temps de merde, je vous invite à ne pas ouvrir vos fenêtres. Voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu sombre aussi. C'est mon côté dark qui ressort. Salut The Startfire de bon matin. Et bon matin à tous, évidemment. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Tu veux que je te trouve une musique d'oiseau fake, c'est ça? Ok. Je sais pas si vous entendez. Dites-moi. Hier, j'ai joué au jeu vidéo avec des gens désagréables. Ah bah tu m'étonnes. Tout va bien, on s'est bien explosé la panse. Bah bravo Kylian. Hello, salut le microcube. Je viens de me réveiller pour toi. Alors ça me fait plaisir le gros gag. Ça veut dire que je ne fais pas cette émission sans aucun sens. On attend, je suis un homme comblé. Et salut des jeans. Bah voilà, c'est une vidéo qui fait 2 heures. Et du coup, on va la laisser pendant tout le live. Vous l'avez réclamé, hein, je vous la donne. Alors, on va commencer par se faire un petit café. Parce que c'est important. Je reste 30 minutes après travail. Et ben, j'ai intérêt à être bon pendant 30 minutes. Ce qui n'est pas gagné. Putain, je pourrais faire de l'ASMR café qui coule. Je suis sûr qu'il y a un concept. Attendez. J'espère que vous avez apprécié ce petit ASMR. Je suis désolé, hein, c'est compliqué le lundi matin pour tout le monde. Alors, j'ai pété le micro, formidable. Alors, de quoi ça va parler cette émission? C'est une excellente question posée par monsieur Pagnac, qui nous vient de région parisienne. Alors, comme chaque semaine, nous avons un petit framapad qui vous présente le menu. Que vous allez retrouver ici. Alors évidemment, on va commencer par la météo parce que c'est important de savoir quel temps de merde il va faire cette semaine. Nous passerons ensuite aux actualités, une revue de ce qui se passe en ce moment, des bilans passés, présents, futurs, finalement. Nous aurons une petite surprise aux alentours de 8h45, mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est une petite surprise. Voilà, on va parler d'eau, notamment. D'absence d'eau également. On verra le bilan, le programme de la semaine plutôt. Que va-t-il se passer dans les prochains jours, notamment sur Acropolis, avec les jours fériés et tout ça. Et les vacances parlementaires également. Un point sur l'horoscope du Gorafi, parce que c'est important de savoir ce qui ne va pas se passer dans votre vie. Et la programmation d'Acropolis à partir de après cette émission, évidemment. Alors, ça change de l'ASMR clavier de Judas, absolument Perceval. On ne fait pas le pont chez Acropolis, absolument pas des jeans. On fait juste pas bosser les stagiaires les jours fériés, c'est tout. Les autres, au turbin, comme on disait en 1932. Et bonjour Mazu, bienvenue. On va changer le chauffe-eau de Sylvain. Alors, ça serait pas mal parce que j'ai... Enfin, en fait, non. Allez, je vous raconte parce que vous insistez. J'ai pas d'eau chaude chez moi ce matin. D'eau froide. J'ai de l'eau chaude, mais pas d'eau froide. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez pénible. Voilà, sachez-le. Alors, pour faire le café, c'est assez pratique, mais pour le reste... bref, comme vous voulez pas me raconter votre week-end à part Kylian, on va passer tout de suite à la météo. Il faudrait que je fasse un jingle météo.
Alors non, ça c'est les infos. Ça c'est la météo. Tout de suite, la météo. Avec les bruits d'oiseaux, c'est magnifique. Douche à 70 degrés environ. C'était réveillant. Voilà. Un point sur les cartes tout de suite. Nous retrouvons la France coupée en deux. La France est tiraillée finalement entre d'un côté un quart, non, une moitié. Une moitié nord-ouest de la France qui est finalement sous les nuages, sous la pluie, sous le crachin, voire même sous les orages, dans le sud-ouest du côté de Bordeaux. Voilà. Attention, si vous êtes du côté de Bordeaux, attention, éteignez votre téléphone, éteignez vos appareils électriques, parce qu'il y a de l'orage. Voilà. Et puis l'orage, ça fait mal. Si on avance un peu dans la journée, je pense qu'on peut parler d'une généralisation d'un épisode pluvieux sur l'ensemble de la carte, sur l'ensemble de la France, et les orages qui vont se réactiver sur le centre de la France, du côté de Clermont-Ferrand, notamment du côté de Saint-Étienne. Les Verts risquent d'être foudroyés. Voilà, à noter que l'Alsace est toujours sur le soleil, c'est une fake news, Kylian. Ne mettez pas votre chapeau aluminium sur la tête, absolument, ne le mettez pas non plus dans votre micro-ondes, parce que ça risque de faire mal, vous risquez d'être pincé très fort, absolument. Niveau des températures, on sera, à mon avis, on sera un petit peu en dessous des moyennes saisonnières. Je suis pas spécialiste, mais il me semble, avec un 5 degrés dans le nord. Je sais pas à quelle ville ça correspond. C'est pas Lille. Je sais pas. On ira jusqu'à 19 degrés du côté de la Corse, nos amis corses, qu'on embrasse évidemment chaleureusement. Alors que les orages atteindront la région Bourgogne en fin de journée, comme vous le voyez ici. Terrible, terrible. Je propose une minute de recueillement pour cette région qui est un peu le cœur battant, le poumon de la France. Voilà. Et la nuit se terminera avec une bande relativement calme, à hauteur d'environ le milieu, mais un peu plus haut que le milieu, pour être précis, de la France, et notamment l'Île-de-France devrait être épargnée par la pluie, qui concernera donc le nord et le sud, sans toucher le milieu. Pour des informations météo précises, n'hésitez pas à venir sur ce stream dès le lundi matin, c'est important. Mardi, il fera nuit, la nuit. Voilà. Le milieu un peu plus haut vers le bas à gauche, environ. À 2-3 régions près. On va pas chipoter non plus. Alors demain, les conditions devraient s'améliorer sur l'ensemble de la France, avec toutefois une zone pluvieuse qui persiste entre le centre et le sud. Du côté de Montpellier, j'invite les Montpelliérains à continuer de streamer, comme le fait ce bon Zerator. Et évidemment, à Lille, il pleuvra, comme d'habitude à Lille. Ah non, pardon. Ah, vigilance orange quand même, faut pas déconner, mais il pleuvra. Et quand même de la pluie dans le sud. Et la Corse sera bien arrosée toute la journée demain. Sortez couverts, évidemment. Et la nuit sera fraîche, pensez à vous couvrir si vous sortez la nuit. Info étonnante, mercredi en Bretagne, il pleuvra. Et le même jour, en Bretagne, il fera grand soleil. Et en Normandie aussi. Incroyable. Alors que des orages, à nouveau, sont prévus sur la région PACA, le Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un accent que je ne maîtrise pas. Et bonjour Yuki. Et salut Saldemar. Jeudi, une France à nouveau coupée en deux, entre un sud partagé entre soleil et pluie, et finalement, notamment des grosses pluies sur les Pyrénées. Des pluies éparses et de la pluie sur la région Occitanie, notamment. Le centre, encore une fois, sera sous les averses, avec quelques pluies éparses qui sont à signaler. Alors que le nord sera relativement épargné et jouira d'un soleil présent, malgré quelques passages nuageux. Et la nuit sera un peu moins fraîche, voilà. Alors sur un indice de confiance de 3 sur 5, c'est-à-dire on sait pas, mais on vous donne des informations, un grand merci pour le reste de Neverline TV qui nous offre 2 bits. Ça me fait un grand plaisir. Fake news, en Occitanie il fait toujours beau et chaud. Absolument Céline, bien sûr.
évidemment. Bref, vendredi, il va faire beau sauf sur la pointe. Pardon. Non, ici. Là. Voilà. Bref, il fera un temps pourri, hein, globalement, sur la pointe sud-est de la France. Monaco, Marseille, tout ça. Tout ce que la France a fait de moins bien en termes footballistiques, évidemment, sera touché par des orages. Et c'est bien fait pour eux, voilà. En toute objectivité, évidemment. J'aime pas la météo de Sylvain, il pleut. Mais c'est le printemps. Et le printemps, il faut de la pluie. Ah, bah voilà une belle carte. Une carte où le sud de la France est pluvieux et le nord de la France est ensoleillé. Et entre 8h et 14h, déjà 19 degrés. Je vous annonce une remontée des températures cette semaine. Et c'est important. Parce que ce sera l'occasion d'aller se rafraîchir avec une pluie de bits. Absolument. Merci, mon cher Julien Pagnac, pour ces 35 bits de qualité. Il pleut des bits. Rentre tes blancs moutons, comme le disait ma grand-mère. Et c'est à cet instant que j'allais faire la transition avec le fait de se rafraîchir grâce à la bière belge, avec modération évidemment, puisque samedi prochain nous serons à Arlon pour un salon, forum, convention, appelez ça comme vous voulez, qui est gratuit toute la journée, le samedi 5 mai à Arlon, dans la région de Luxembourg. Il y aura aussi des gens sympas. Je vous laisse regarder les tweets rapport à ça. Il y aura des gamers, il y aura des économistes de la stupide économie, par exemple. Il y aura des linguistes de la Linguisticae. Il y aura des avocats de la 911 avocats. Enfin voilà, il y a plein de monde sympa, chouettos, même des streamers et streameuses surtout. Donc voilà, ça se passe à Arlon, c'est la semaine prochaine, ça va être bien, venez et buvez, voyez, pardon, pas parce qu'on est en Belgique qu'il faut stigmatiser, voilà. Et dimanche, à peu près le même temps, avec toute une bande de sud là, tout à fait humide en fait, hein, finalement. Voilà. Et la tendance des jours suivants, c'est pas folichon. Ça reste pluvieux quoi. Info sûre, l'été n'est pas encore arrivé sur la France. Voilà, alors si je me trompe d'image, forcément ça se passe pas bien. Voilà, c'était la météo qui vous a été proposée par mes bons soins. Alors moi ce que je vais faire ça, hein, parce que je me rends compte que je n'ai pas enlevé, j'ai mal préparé mon émission évidemment. Personnalisé. Hop. Voilà, et donc si je reviens ici, vous n'avez plus mes favoris en haut de l'écran. Est-ce que le grand Sylvain pourrait remettre le lien Framaga? Alors je pense que le lien est plus grand que moi, le lien me dépasse, le lien dépasse l'humanité. Mais le voici, mon cher le gros gag. Je vous propose de passer tout de suite à l'actualité actuelle. Les informations. Avec les titres, nous sommes toujours dans une période de contestation, de mobilisation, de coagulation sociale. Je sais pas, c'est assez déstabilisant les oiseaux, ça. Il n'y a que moi que ça gêne ou comment ça se passe? Ouais, totalement d'accord Sylvain. D'accord avec quoi Kylian? Flash info, l'été s'est arrêté à la frontière à cause des bloqueurs de Défense d'Europe dans les Alpes. Les oiseaux, ça perturbe le stream. Il est temps pour les oiseaux de s'envoler. Très bien, faisons ça. Alors, oust, les oiseaux, foutez-moi le camp. Voilà. La magie du direct. Ah, on s'entend mieux. Non, c'était plutôt sympa. Ah, le chat est partagé. Non, mais c'est les informations, c'est sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on se concentre. Je te remettrai peut-être à la fin si vous êtes sage. Alors, donc, semaine sociale, beaucoup d'actualités, évidemment. Elle est où la musique des titres? J'ai pas les droits sur la musique.
Semaine sociale donc, beaucoup d'actualités cette semaine, évidemment toujours la grève à la SNCF, la fameuse grève dite perlée, qui consiste à être en grève 2 jours tous les 5 jours, qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs au sein des syndicats. Il commence à y avoir des dissensions selon les médias qui nous expliquent à longueur de journée que les Français n'aiment pas la grève et se désolidarisent de la grève évidemment, et qu'il y a de moins en moins de grévistes et qu'il y a une démobilisation générale à la SNCF. Donc voilà les informations dont j'ai pu bénéficier ce week-end. Et donc cette semaine, la grève perlée, c'est les 3 et 4 mai, donc c'est-à-dire jeudi et vendredi prochain. Avec évidemment un départ de la grève la veille à 19h, comme chacun le sache. Mais le reste de l'actualité sociale cette semaine est très chargé, puisque évidemment demain c'est le 1er mai, avec les traditionnelles manifestations. Comme souvent en ce moment, les manifestations sont dispersées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse manif avec tous les syndicats, tous les mouvements qui se mettent en ordre de marche, ensemble, en se tenant la main, tels des humains faisant force et allant de l'avant. Et donc ce sera dispersé. Demain, il y a la CGT qui ira de la place de la Bastille jusqu'à la place d'Italie, a priori. Mais il n'y aura pas tout le monde, contrairement à ce qui est indiqué dans ce Framapad. Voilà. Déjà ce soir, je sais pas quelle heure d'ailleurs, on n'a pas l'information. Les journalistes n'ont pas fait leur travail jusqu'au bout. Pardon. Nous avons un meeting unitaire en soutien aux luttes sociales Place de la République qui réunira Benoît Hamon, Pierre Laurent et Olivier Besancenot. Benoît Hamon, vous le savez, c'est le candidat déchu à l'époque socialiste à la présidentielle de 2017, qui a lancé ce mouvement qui s'appelle Génération, avec un point d'exclamation parce qu'il s'exclame de Génération. Pierre Laurent, c'est le secrétaire général du Parti communiste français. Et Olivier Besancenot, un membre, je ne sais pas s'il a un titre. Je crois qu'ils sont assez horizontaux dans leur organigramme. Olivier Besancenot de la Ligue communiste révolutionnaire. Juste membre, d'accord, c'est ça. Merci Julien. Donc Pierre Laurent qui est sénateur. Oui, il n'est pas Ligue communiste révolutionnaire, c'est Arlette Laguillet, Ligue communiste révolutionnaire. Pardon. Et donc il y aura Olivier Besancenot du NPA, du nouveau parti anti-capitaliste. Voilà. À noter que je viens de vous citer plusieurs partis. Oui, je vis en 2008, absolument. Absolument. C'est parce que je vis en banlieue en fait. Et que 2018 n'est arrivé qu'à Paris pour l'instant. Et à Dijon évidemment. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que je viens de citer plusieurs parties, et je ne sais pas si vous avez remarqué, comme le disent les stand-uppers, sur Acropolis, la semaine dernière, jeudi dernier, nous avons une nouvelle émission qui s'appelle Party Time, où on a présenté l'actualité de tous les partis politiques français, d'une taille suffisamment conséquente pour être notoire. Même le Modem a été cité, c'est vous dire s'il y avait tous les partis. Et je vous invite à regarder le replay de cette vidéo qui est disponible sur le bon YouTube des familles, Acropolis Replay, et m'en dire des nouvelles. Effectivement, Mazu, Olivier Besancenot est un ancien candidat à la présidentielle. Il a été candidat 2 fois, je crois. Et désormais, c'est Philippe Poutou depuis 2 élections, mais avant, c'était Olivier Besancenot. Mettez des pouces bleus. Pouces bleus. Pouce bleu. Merci l'équipe de préparation. Le replay à regarder maintenant du coup. Le replay à regarder quand vous voulez, Célane finalement, parce que je sais que vous allez regarder ce replay également de Comme un lundi, que vous allez mettre des pouces bleus au replay de cette émission Comme un lundi, que vous allez vous abonner à Acropolis Replay, que vous allez mettre la cloche sur Acropolis Replay, et que vous allez n'être qu'amour finalement. Voilà, donc ça c'est ce soir le meeting unitaire en soutien aux luttes sociales, place de la République à Paris, sous la pluie, certainement ça va être un peu compliqué pour eux. Demain donc le défilé du 1er mai, on en a parlé tout à l'heure, départ à 14h30 de la place de la Bastille pour les cheminots, pour les fonctionnaires, pour la CGT, pour Solidaire, CFDT, UNSA et pas tout le monde, avec un smiley qui cligne d'un œil. Tous les chômeurs, sauf moi, vous relancez ce replay au réveil vers 15h30, absolument. Mais ton réveil matinal me fait grand plaisir, monsieur Pagnac, sachez-le.
Il a fait combien de pourcentage Besancenot? Ça s'écrit comment? C'est marqué à l'écran, le gros gag. Je sais pas, il a fait comme tous les candidats du NPA, entre 0 et 2%, j'imagine. Le 3 mai, c'est-à-dire jeudi prochain, il y aura un nouveau défilé Convergence des luttes, et non pas coagulation, comme le dit un certain Jean Massier. Départ à 14h de Montparnasse, le jeudi 3 mai donc, en direction de la place d'Italie. Pourquoi à chaque fois ils vont à la place d'Italie? C'est une bonne question, une vraie question. Ça réunira la CGT et Solidaire. Alors que l'équipe de préparation tente tant bien que mal de mettre des points dans l'ordre du jour, nous suivons cette actualité avec un intérêt certain. Voilà. Pour chanter Bella Ciao. Ah, certainement, certainement. Ça aurait du sens. Ah, j'ai dit du mal de... Je me suis trompé. Besançon, il a fait 2,94% en 2002. Mon bad. Alors que Julien Pagnac fait des références à des échanges sur Twitter qui ont lieu notamment ce week-end. Et 3,37 en 2007. Ah oui. Eh bien, excusez-moi, mon cher Olivier Besancenot, d'avoir sous-estimé le résultat de vos campagnes électorales présidentielles. J'en tire les conséquences en me retirant de la vie politique française. Et bonjour Neri. Alors, on continue avec la grève parlée de la SNCF qui aura lieu donc jeudi et vendredi. Ça va pas être très pratique pour la convergence des luttes du coup, jeudi. La grève chez Air France les 3 et 4 mai avec un autre préavis déposé les 7 et 8 mai. Alors, concernant Air France, il y a eu de l'actualité. Et comme j'ai mal préparé mon stream évidemment, il faut que j'investigue. J'investigue l'information. Donc... il y a un référendum qui a été proposé par le président de Air France, Janaillac, je ne sais plus son prénom, Jean-Luc, Jean-Claude, Jean-Michel, Jean-Paul, Jean-Marc. Parfait. Alors, que nous dit l'article ? Blablabla, pas très intéressant. Air France. Alors non, j'en ai marre des vidéos qui se lancent automatiquement sur les sites web. Sachez-le, je m'énerve. Tous les salariés d'Air France doivent répondre à une même question, que ce soit sur téléphone ou ordinateur. Oui ou non, êtes-vous favorable à l'accord salarial proposé par la direction? 7% d'augmentation étalée jusqu'en 2021. Et alors que les syndicats réclamaient une augmentation de 5% tout de suite, je crois. 5 ou 6%. Et donc, le président d'Air France a lancé ce référendum en mettant dans la balance sa démission s'il n'obtenait pas un résultat satisfaisant. En gros, s'il y a un non à 55%, il ne démissionnera pas. Il faut vraiment qu'il y ait le contraire d'un plébiscite, ou un plébiscite pour le non au référendum, pour qu'il démissionne, c'est-à-dire 70% de non à sa proposition. À ce moment-là, il démissionnera, il met dans la balance sa démission pour faire avancer les choses. Alors, non mais arrête de lancer une vidéo, bordel. Alors, ceux-ci voteront... non. Si nous avons appelé les... c'est pour appuyer la pression sur la direction, l'obliger à négocier ces nouveaux préavis, alors même que les salariés d'Air France sont appelés à exprimer leur voix, sont non seulement incompréhensibles, mais indiquent clairement le mépris qui est fait de leur avis, selon la direction.
hein, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, voilà, je sais pas... je sais pas quand est-ce qu'aura lieu cette consultation, en fait, et jusqu'à quand elle aura lieu. C'est ça qui me manque. Comment on change la taille? Eh bien, il faut boire de la soupe, mon cher Célène. Ça fait grandir, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Hein. Du coup, j'ai joué à fond là-dessus. Et bonjour, grand froid. Et sinon, tu peux aller dans ton navigateur favori et tu as une option de zoom. Voilà. Bref, Air France, l'actualité n'est pas terminée. C'est pas le moment de partir en vacances. Voilà. Si vous prenez Air France d'ailleurs pour partir en vacances. Le samedi 5 mai, donc samedi prochain, c'est la fête à Macron. Une mobilisation qui a été initiée notamment par François Ruffin, je crois qu'il y a Olivier Besancenot aussi dans l'histoire. Et bonjour Monsieur Kobarou, un petit coucou en speed avant de partir au boulot. Bon courage pour le boulot. Donc la fête à Macron, différentes mobilisations, ouvrez les guillemets, contre la politique libérale et autoritaire d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est pas organisé par la France Insoumise, mais rejoint par la France Insoumise à l'initiative de François Ruffin, pour être tout à fait exact, il me semble. Et c'est en lien avec l'anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron. On est dans l'entre-deux tours, un an près là, de l'élection, et donc les opposants de la gauche, comme on dit, souhaitent se mobiliser pour faire face à la politique d'Emmanuel Macron, avec laquelle ils sont en léger désaccord, vous l'aurez peut-être noté subtilement. Et donc c'est aussi le 5 mai que nous serons à Arlon, hein, évidemment en Belgique, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et nous écouter et discuter et autour de quelques breuvages de type houblonné. Alors qu'actuellement se déroule un petit tuto Framapad sur le Framapad. Et c'est assez intéressant cet échange de connaissances, d'informations entre les gens. Le truc de la soupe, ça ne marche pas. Ça a été inventé par les grands qui te disent d'en manger alors qu'eux ne le font pas et toi, petit, t'en manges beaucoup et tu ne grandis pas. C'est un complot. J'aime beaucoup cette théorie, Yuki. Je propose que tu réalises un reportage d'investigation sur le sujet. On le diffusera la semaine prochaine sur Comme un lundi. C'est quoi ce Framapad? Tu les mets où après? Je les laisse vivre leur vie et mourir en paix, mon cher grand froid. Ah, ça troll dans le Framapad. Est-ce qu'on pourrait garder un peu de sérieux, s'il vous plaît, là? Ah, merci pour cette prise de conscience, merci pour cette reprise en main de l'état de droit dans ce Framapad. Tiens, faut que je parle d'un autre truc. Discord, évidemment. Je m'en fiche de ça, mais merci. Voilà, est-ce que sur la semaine sociale, tout est clair, tout est brillant, tout est lumineux? Est-ce que vous allez participer à cette semaine sociale d'ailleurs? Est-ce que vous allez descendre dans la rue? Est-ce que vous allez prendre le pavé? Est-ce que vous allez jeter le pavé dans la mare? Est-ce que vous allez vous mobiliser? Est-ce que vous allez faire front? Est-ce que vous allez converger au niveau de vos luttes internes? Est-ce que vous allez coaguler finalement? Et est-ce que vous voulez venir en parler jeudi soir dans la libre antenne d'Acropolis? Parce que je suis un récupérateur et je suis quelqu'un qui profite des autres pour arriver à mes fins tout à fait personnelles. Voilà. Manifester, non, mais des actions festives sont prévues sur Toulouse. Est-ce que c'est dans le même cadre, dans le même... pour le même objectif, mon cher Célène?
Je vais converger la lutte de mon café et celle de cette clope d'ici quelques instants. Une convergence concrète qui nous est proposée par Julien Pagnac. Évidemment, la clope à consommer avec modération. Oui, éducation populaire et théâtre de l'opprimé. Ah, ça c'est intéressant. Et je dis pas ça parce que j'ai bossé dans un théâtre, hein, évidemment. Ça se saurait. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, justement? Tiens, un excellent débat qui nous est proposé par Célène. Débat que vous pourrez reporter sur le Discord d'Acropolis, dont je vous parlerai tout à l'heure, évidemment. Est-ce que la manifestation classique... Est-ce que la manifestation, on va dire, classique de aller dans la rue et marcher, mobilisation traditionnelle, de masse, est-elle toujours aussi efficace aujourd'hui? Et est-ce que d'autres formes de mobilisation, comme justement des actions d'éducation populaire ou des actions culturelles, ne sont pas plus efficaces, moins efficaces, complémentaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Est-ce que pour vous c'est complémentaire, il faut faire les deux? Est-ce que... voilà, vous en pensez quoi, vous? Parce que moi, honnêtement, aucune idée. Je ne suis qu'interrogation, je ne suis que réflexion, je ne suis que perplexité finalement. Le café c'est open bar, celle-là, absolument. C'est une drogue légale. C'est quoi déjà le mouvement du président en place en ce moment? Ça s'appelle La République en marche, Perceval. Bienvenue en France. C'est pas drôle d'aller dans la rue et marcher, vaut mieux se taper du CRS. C'est un choix. La manifestation est une bonne chose, mais il faut remettre en place le port des fourches et de torches. Ce serait certainement plus efficace, on est d'accord. Le pire pour moi est la manif du 1er mai qui est devenue normale et donc plus du tout écoutée. Dans les deux cas, les dirigeants s'en contrefichent, donc pour moi, l'un ou l'autre, c'est pas forcément utile. Mais alors, Kylian, du coup, comment agir sur les gouvernements, selon toi? Si c'est ton opinion politique et ton côté militant qui te le suggère. Je sais pas dans quelle mesure ma caméra est penchée, dans quelle mesure c'est juste la perspective qui fait que le plafond est pas droit. Ou est-ce que c'est mon appartement qui est penché aussi, peut-être? Pardon. Tu sais que dans mon pays d'origine, on aime bien la manifestation à la casserolade. Donc bon... La manifestation à la casserolade. Qu'entends-tu par la manifestation à la casserolade, Neri? Ça dépend si tu es en tête de manif, où c'est violent, ou derrière, où c'est calme, mais ça reste complémentaire. Sans doute complémentaire, mais moins visible dans les médias, je suppose. Voilà, est-ce que le but de la manifestation, c'est de convaincre les gens dans via les médias, ou est-ce que c'est le but de convaincre les gens qui assistent à la manifestation? Et bon matin à toi, mon cher Salim, et bon travail à toi, mon cher Phyton. Salut, Deadscurel. Ah, il y a la fournée de 8h30 qui arrive. Bah oui, Sylvain, au Québec, taper sur des casseroles en manif est un droit. Ah, c'est marrant ça. J'ai pas vu de manif quand je suis allé au Québec il y a 15 jours, donc je ne sais pas, mais... Tout le monde vient avec des casseroles et des spatules et tu tapes pour faire un boucan pas possible. Moi, je fais ça au mariage, hein. Pardon, chacun ses traditions. Il y en a très peu, oui, c'est pour ça que... je n'en ai pas croisé. Le 1er mai, c'est vrai que c'est vu comme un folklore de gauchistes qui vont gueuler pour rien dans la rue, juste parce qu'on est le 1er mai et qui vont vendre du muguet. Bah, c'est un peu ça. Et puis il me semble que c'était un des modes de financement du Parti communiste, à la vente de muguet en plus. Sylvain, tu es payé triple pour cette émission du lundi matin. Bah évidemment, évidemment. Surtout un jour de pont. Ça va de soi. Grâce à vos dons. D'ailleurs, tous les dons que vous faites ce matin sont triplés par Twitch automatiquement parce que Twitch a du respect pour les gens qui font des streams le lundi matin. Les médecins infirmiers, ils ont plus d'avis favorables. Ils ont plus d'avis favorables que la SNCF, non? Ah, sur leur mobilisation. Alors, je pense que dans le milieu de la santé où il y a beaucoup de manifestations silencieuses, parce que les professionnels de santé qui sont en grève travaillent quand même, comme l'a bien signalé Usul dans sa vidéo sur l'hôpital, évidemment.
Je pense qu'ils ont plus de soutien de la population, effectivement. Mais comme on entend moins parler, c'est un peu compliqué. Acropolis, ce sont des gens qui streament à leur envoyer des sous. Oui, non, c'est pas nécessaire de préciser ça. Physiquement, les gens vont comprendre que c'est vrai après. La première fois que je suis allé au Québec, c'était en plein Carré Rouge. J'avais l'impression d'être un touriste à Paris. Carré Rouge, c'était les manifestations qu'il y avait eu en 2012, c'est ça? Les manifestations étudiantes? Pour varier les manifestations, je conseille le livre Joyeux Bordel, tactiques, principes et théories pour faire la révolution. Bah, tu nous fasses une lecture en live sur Acropolis, c'est là, non? Oui, c'est ça, ok. Le printemps érable 2012. J'avais raté cette bonne blague de Perceval pour les politiques en France. Avoir des casseroles est assez fréquent aussi. Mais cessez cette propagande pécuniaire dans le Framapad, voyons. Un peu de sérieux. Que diable. Bref, il est 8h36, je vous propose de passer au reste de l'actualité. Avec un sujet qui a été relativement peu médiatisé, même si on a quand même un peu entendu parler. Le rapport qui a été remis par Jean-Louis Borloo, qui a été remis à Matignon et non pas à l'Élysée comme prévu initialement. Ah, mais j'ai oublié de préciser un truc. Le rapport remis donc par Jean-Louis Borloo sur les banlieues, qui propose beaucoup de choses pour remettre les banlieues sur pattes. Pour être usager quotidien de la SNCF Île-de-France, je peux comprendre la difficulté de certains agents au service, mais au vu des problèmes récurrents sur beaucoup de lignes, c'est compliqué de soutenir cette grève. Mais qui est responsable des problèmes, Neverline? C'est toujours la même question. Est-ce que le problème c'est les agents? Est-ce que le problème c'est la direction? Est-ce que le problème c'est l'État qui fait pas assez d'investissements? Est-ce que c'est la direction qui gère mal l'ensemble? Est-ce que c'est les agents qui travaillent pas assez bien? Est-ce que c'est un ensemble de tout? Est-ce que... Bref, une question reste ouverte. Donc, le rapport sur les banlieues, quand Borloo réapparaît comme par magie, il nous avait manqué, tiens, il paye sa tournée, du coup, Perceval qui va dans le cliché de Jean-Louis Borloo qui est trop porté sur l'alcool, je suis choqué. J'ai le faim, il faudrait que le stream nous apporte des croissants. Je suis assez d'accord. Est-ce que le stream pourrait nous apporter des croissants, s'il vous plaît? Merci. Et donc un rapport sur les banlieues qui propose de mettre de l'argent dans les banlieues, évidemment, de relancer la rénovation urbaine qui avait été lancée il y a quelques années. C'est quoi l'intérêt? En gros, c'est de casser certains entre gros guillemets, ghettos dans les quartiers dits sensibles, de casser des structures, des barres HLM notamment, qui ont été construites très très rapidement dans les années 50, 60, et qui ne sont pas forcément adaptées aux réalités d'aujourd'hui, et qui permettent d'entretenir certains trafics. Je préviens, j'étais censé pas me coucher tard, et au final, je suis toujours pas couché, du coup je risque de pas tout comprendre à ce stream. Bonjour Nounou, bienvenue, et merci pour cette nuit blanche qui se termine en beauté. Coucou les amis, mon CDD a été renouvelé, de quoi faire reculer le chômage en France, et bien toutes mes félicitations à Srère Média. Tu bosses dans quel domaine? Les banlieues, c'est plus qu'un problème d'argent, c'est un problème d'éducation, école et maison, et le fait que les banlieues soient des ghettos sociaux. Alors le gros cas, justement, c'est pour ça qu'il y a plein de sujets qui sont dans ce rapport, et je pensais lire des informations dans la gazette du dernier jour de la semaine, mais en fait ça parle juste de Jean-Louis Borloo qui est content d'avoir remis ce rapport. Un article fort intéressant. Mais alors ce qu'on va faire, on va découvrir ensemble le contenu de cette réforme. Il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de créer une école, une sorte d'ENA des banlieues. Alors ça, je vous avoue que j'ai pas bien compris le sens. La Gazette du Sorcier, presque.
Il y a juste à voir les titres dans Google Actualité. Sur le titre France Culture, un rapport banlieue, un rapport attendu mais de nombreuses critiques. France Inter, rapport banlieue, enfin un plan ambitieux pour les banlieues, pour d'interrogation. Alors, je choisis un journal au hasard. Banlieue, l'ambitieux rapport de Jean-Louis Borloo. Voilà, une académie des leaders. Les préconisations du rapport se répartissent en 19 plans d'action, qualité urbaine, mobilité, éducation, sport. Les plus spectaculaires consistent en la création de nouvelles institutions comme celle d'une nouvelle grande école baptisée l'Académie des leaders et destinée à favoriser l'ascension sociale de jeunes à très haut potentiel issus des quartiers. Ceux-ci seraient sélectionnés sur concours et rejoindraient de prestigieux cursus tels que l'ENA, HEC ou la Sorbonne avant d'intégrer la haute fonction publique. Et merci Yuki pour ce resub. Incroyable. Ok, oui, il y a des problèmes à tous les étages, mais quand tu les subis comme usager, tu en viens à te dire qu'il faut que ça change. Alors on est d'accord, Neverline, hein, il faut que ça change. Mais quel changement faut-il? Parce que changer pour changer... Le plan Borloo propose 10 milliards sur ce plan banlieue, sachant que les gouvernements successifs n'ont pas réussi en mettant autant de thunes. Est-ce que l'argent suffit ou est-ce qu'il faut réfléchir plus loin que ça? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans d'action dans ce rapport, et donc il peut être intéressant d'en parler individuellement sur chaque activité. C'est une fausse manip, mais de rien. Ça sent le resub automatique et du coup le partage type fausse manip. Sauf que jusqu'à maintenant, les actions qui ont des résultats sur les banlieues tablaient sur les écoles et les collèges. Je crois pas à une école qui mettrait encore les gens à part. Mais a priori, c'est pas vraiment mettre les gens à part en fait, c'est plutôt favoriser l'accession aux écoles les plus prestigieuses françaises, aux jeunes qui viennent des banlieues et qui sont pas prioritaires pour l'instant ou qui n'ont pas forcément un accès facile à ces écoles. J'ai l'impression que c'est ça l'idée. Après, chacun se fait son opinion évidemment, hein, mais l'argent ne suffira très clairement pas. Il y a plein d'autres problèmes encore, notamment les trafics, délinquants, etc. Zone de l'endroit également. Autre structure réclamée par le rapport, une cour d'équité territoriale, devant laquelle chaque responsable public devra prouver, chiffre à l'appui, qu'il a mis en œuvre les moyens susceptibles de contribuer à réduire les inégalités d'accès aux services publics. L'organe pourrait condamner tout gestionnaire public ayant failli à l'obligation de moyens qui s'impose à lui pour contribuer à l'équité territoriale, ou fait obstruction à sa mise en œuvre. Relativement abstrait hein, comme formulation. L'accès au service public, c'est autant accéder à la poste qu'accéder à un tribunal pour porter, ou un commissariat pour porter plainte. En matière de rénovation urbaine, enfin, Jean-Louis Borloo souhaite la création d'une fondation appartenant à la nation et dotée de moyens considérablement renforcés par rapport à l'actuelle Agence nationale pour la rénovation urbaine. Lancée sous son égide en 2004, celle-ci connaît aujourd'hui une forme d'immobilisme. La nouvelle fondation se verrait affecter d'une manière irréversible les fonds et les actifs d'Action Logement, soit environ 1,7 milliard d'euros par an. On remercie le journal Délivrance. Absolument. Ah, petit déjeuner gratuit. Très bien. Qui veut un croissant? Personne? L'ancien maire de Valenciennes plaide aussi pour la création dans les quartiers populaires de cités éducatives. Celle-ci reposerait sur la mise en réseau, sous l'égide du principal de collège, de tous les lieux et de tous les acteurs prêts à soutenir, ensemble, l'éducation des enfants, écoles, associations, médiathèques, centres de loisirs. Les chefs d'établissement concernés bénéficieraient d'une autonomie accrue et de financement supplémentaire. Jean-Louis Borloo propose également de doubler le taux d'encadrement des élèves dans 8000 classes de maternelle et de reconstruire ou rénover 300 écoles et 100 collèges dans les quartiers en difficulté. Le rapport évoque enfin un petit déjeuner et un déjeuner gratuit dans les écoles et collèges classés éducation prioritaire. Ah non mais c'est trop tard pour les croissants, fallait répondre quand je vous ai posé la question, là c'est dommage, j'étais prêt à vous les offrir et puis vous avez répondu trop tard, ça s'est joué à quoi? À rien.
proposition de création de campus numérique, un espace public pour les femmes. Je crois pas qu'il est question du financement de ce plan. En tout cas, l'article ne précise pas comment est financé ce plan. Et bon matin, Matt Sugar, et bienvenue Gultix. Bon, bah pas d'informations sur le financement. Il y aura une déclaration d'Emmanuel Macron avec Jean-Louis Borloo à ses côtés le 22 mai à propos de cette information. Mais en gros, ce qu'a déclaré Matignon et ce qu'a relaté la Gazette du dernier jour de la semaine, c'est que donc c'est Matignon qui a reçu le rapport et qui va le travailler. C'est un peu comme le rapport Spinetta qui avait été rendu sur la SNCF, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui avait servi à préparer la réforme de la SNCF proposée par le gouvernement. Et la réforme ne reprend pas l'ensemble des points suggérés dans le rapport. Donc on va voir ce que le gouvernement va proposer à partir de ce rapport remis par Jean-Louis Borloo. Nous en saurons plus le 22 mai. Voilà. Alors nous allons passer à la scène d'introduction finalement. Et je vais aller voir si le 8h45 est prêt. Alors visiblement, on n'est pas sur la préparation préparée. Ah. Une sombre histoire de café. La ponctualité de ce live, c'est incroyable, Kylian, hein, incroyable. Mais c'est à cause du décalage horaire. Et bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien à toi. Bah écoute, parfaitement bien. Entendre ta belle voix, c'est toujours un plaisir le matin. Magnifique voix, ouais. Mais alors dis-moi, qui es-tu et que viens-tu faire sur ce live Alors, on ne t'entend pas bien, je vais monter ton son pendant que tu t'exprimes devant la nation française et internationale. J'ai un micro de merde pour l'instant, donc effectivement, il y aura un risque qu'on m'entende mal pendant un bon moment. Je m'appelle Clément, j'habite au Danemark, j'ai 29 ans, 3 enfants, et j'étais au Modem il y a encore une semaine. Donc voilà, mais je suis plutôt intéressé par des questions européenne, écologique, économique. J'ai vu un peu de Français à l'étranger et pas d'expatriés, comme tu as essayé de me le dire quelques fois. Je ne me serais jamais permis. Très bien. Et de quoi souhaites-tu nous parler ce matin? En fait, non, je ne vais pas commencer comme ça. On se connaît depuis quelques années grâce ou à cause du Modem. Chacun se fera son opinion. Maintenant, je dirais à cause, une semaine plus tard, mais c'est pas grave. Très bien. Faisons comme ça. Et du coup, moi, ce que je t'ai proposé, c'est que comme tu es un non-expatrié, mais un Français qui habite au Danemark, tu avais peut-être une vision intéressante de la situation en Europe, un point de vue, des remarques à faire, ou des sujets à suggérer, et donc je t'ai proposé de faire une chronique hebdomadaire. Je perds ma voix, c'est assez horrible. Je monte ton son parce qu'a priori c'est encore pas assez fort. Et voilà. Et donc toi tu m'as proposé un sujet qui parle d'absence d'eau en Espagne, je crois. On aurait pu parler des forêts en Pologne. On aurait pu parler de l'arnaque du modèle scandinave, mais non, je voulais vous parler du TAJ aujourd'hui. Donc on commence un tout petit peu à en parler en France depuis quelques semaines, quelques mois. C'est un sujet qui monte tout doucement. Donc c'est par rapport à la disparition de ce fleuve emblématique de la plaine ibérique. Très bien, et bon, on t'écoute sur cette situation. Parce que j'avoue que moi personnellement j'en avais pas entendu parler avant que tu m'en parles, mais...
Alors déjà, peut-être une petite présentation du Tage. Donc, c'est le quatrième fleuve de l'Union européenne, juste avant la Loire. Donc, c'est le premier de la plaine ibérique. Il part de l'autonomie d'Aragon, donc un peu au centre-est de l'Espagne, jusqu'au Portugal, à Lisbonne. Le pont Vasco de Gama, à Lisbonne, au Portugal, qui est le plus grand pont d'Europe. Donc, c'est un fleuve normalement assez emblématique de notre continent, de l'Espagne et du Portugal. Et ça fait à peu près 40 ans qu'il s'assèche, et là ça va de pire en pire. Alors on essaye de dire que c'est la faute du réchauffement climatique, mais c'est principalement quand même un problème de gestion d'eau au niveau espagnol. Et ensuite l'Europe qui est quand même assez contente d'avoir des concombres à pas cher l'année. C'est bon les concombres pas chers. Pour la santé, surtout quand on fait un petit régime. Exactement. Je vous ai mis une carte pour vous situer où se trouve le Tage et quelques informations à l'écran sur un site magnifique qui nous est proposé par l'école de la Sainte Famille. Voilà. .free.fr. Tu me parlais de laïcité il n'y a pas longtemps. Absolument, absolument. Ce qui est assez intéressant avec ce sujet, c'est qu'en fonction de l'autonomie dont on parle en Espagne, on va le prendre d'un point de vue différent. Mais donc en gros, le Tage, il est victime d'une idée de 1902, le sud-est de l'Espagne, et l'agriculture, donc la région de Murcie, d'Alicante, et j'ai oublié le nom de la dernière, en bas à droite, au sud-est. Ils ont fait un canal qui s'appelle Tage Segura, le fleuve du Tage au fleuve Segura, et pour alimenter en eau toute cette région du sud-est de l'Espagne. Est-ce que tu veux une petite carte? Ce serait pas mal. Une petite carte de l'Espagne, comme ça sera plus simple à expliquer. Ah mais si tu m'envoies des liens, là ou Non, je t'envoie pas de lien. Faut que je me débrouille pour le faire en temps réel, c'est ça? Exactement, c'est ce à quoi je m'attendais. Très bien, eh ben faisons ça. Vous connaissez le niveau de qualité de cette émission. Donc voilà, l'idée a continué à être développée dans les années 30, et elle a fini par être faite en 1966. Donc il y a eu 60 ans à peu près entre la première idée et sa réalisation, ce qui nous rappelle un peu Notre-Dame-des-Landes au niveau du projet. Petit message. Ça a été commencé en 1966 sous Franco, ça s'est fini en 79 pendant la transition démocratique en Espagne. Et le problème de ce canal, c'est qu'il part directement de la source quasiment. On est à quelques dizaines de kilomètres du début de la source, donc il en prend quand même une grosse partie. Ils ont oublié un tout petit truc, c'est que l'Espagne a des sécheresses régulières, et le débit a été calculé en fonction des meilleures années, uniquement. Du temps, ça sèche. Ce qui est fâcheux. C'est fâcheux. 60, on a une sécheresse qui a commencé directement et qui a continué, donc il n'y a pas eu de possibilité de se réadapter vraiment depuis. Appelant l'eau, il y a de plus en plus d'exploitations et de gens qui sont installés dans ces régions du sud-est de l'Espagne, donc il y a eu besoin d'un transfert encore plus important. Il y a eu un doublement du transfert d'eau entre les années 80 et 90. Grossit, et c'est un problème typiquement créé par l'homme, et pour des questions principalement financières, de développement, d'agriculture et de région. Par contre, ça a des vraies conséquences sur ce potager de l'Europe, donc le sud-est et le sud de l'Espagne. Vous savez sûrement, ça s'appelle le potager de l'Europe. 1000 emplois qui sont directement liés à ce canal. Ça a coupé, on n'a pas entendu le nombre d'emplois. Ça a recoupé à chaque fois que tu utilises le chiffre en fait. Et bon, merci Jean Massier pour le resub. Non mais en fait je pense qu'il y a une sensibilité qui fait que ton début de phrase est coupé, et donc comme tu le mets pas au milieu d'une phrase, on n'entend pas le chiffre. Alors je vais le dire comme ça, je vais dire 100 000. Et ben voilà, là c'est passé. Donc il y a 100 000 emplois qui sont concernés par le potager de l'Europe. Grâce à ce Tage Segura, le canal. Ok. Je sais pas si on le voit sur la carte que j'ai partagée.
On voit le Rio Segura, et donc j'imagine que c'est un lien entre le Rio Segura et le Tage qui est ici, enfin qui est au-dessus du coup. Ah oui, c'est exactement ça. Et entre les deux, on voit un autre cours d'eau qui s'appelle le Rio Júcar. Est-ce que Ces trois fleuves sont liés D'accord. avec des bassins. Et notamment avec des bassins qui en ce moment sont à 20% de leur capacité pour certains. L'importance aussi économique de cette région, ou du Tage Segura, à peu près 80% des exportations agricoles de Murcie vont vers l'Europe. Donc c'est aussi important pour nous d'avoir à pas cher. À pas cher parce qu'il y a aussi une immigration légale et illégale assez importante pour réduire les coûts de production. Donc c'est un problème assez complexe finalement. Et le PIB de la région de Murcie, c'est 30% d'agriculture, ce qui est quand même assez rare de nos jours en Europe, d'avoir le PIB d'une région qui soit lié à un tiers à l'agriculture. Alors, il y a deux questions déjà dans le chat. C'est est-ce qu'on va être en pénurie de tomates bientôt? Ça pourrait parce que là ils ont commencé à couper l'eau, donc il y a à peu près que 20% de l'eau qui arrive maintenant jusqu'à certaines exploitations. Donc c'est plutôt pour l'instant, il y a aussi des oranges, des choses comme ça, mais c'est des fruits qui grandissent pas, ou alors c'est des exploitations réduites voilà à 20%. Et la deuxième question, est-ce que le Portugal rencontre les mêmes problématiques que l'Espagne du coup, vu que le Tage se jette dans l'océan Atlantique à hauteur de Lisbonne? On va parler du Portugal. J'ai pas vu les mêmes soucis en termes d'agriculture pour le Portugal, mais on a un problème de pollution d'eau parce que l'Espagne fait pas forcément attention à ce qu'ils font avec ce fleuve. Et ils ont eu la bonne idée de mettre une centrale nucléaire à 100 km du Portugal, pays qui a pas d'énergie nucléaire, et qui refroidit ses eaux dans le Tage. Donc c'est la centrale nucléaire d'Almaraz, pardon. Ok. En 2016-2017, créer un site d'enfouissement des déchets nucléaires juste à côté, donc juste à côté du fleuve, thématique de l'Espagne et du Portugal, sans forcément demander l'avis du Portugal, ce qui a créé une petite crise diplomatique en Europe. Oui, j'imagine. Hop, je vais mettre Almaraz sur la carte. Hop, le stream est pro. Voilà. Pour vous situer, Almaraz, c'est au sud-ouest de Madrid. J'aurais dit sud-ouest-ouest, mais... Oui, ouest-sud-ouest, si on veut être précis, effectivement. Et on voit le Tage qui se situe ici. Alors désolé, mais s'ils faisaient bien leur taf, le fait d'avoir une piscine au bord d'un fleuve ne crée aucune pollution, nous dit Grand Froid. Mais personne n'est le contraire, Grand Froid. Le problème qu'il y a eu, c'est que ça s'est fait sans concertation avec le Portugal. Elle a porté plainte à la Commission européenne. Et l'Espagne a finalement accepté de revenir sur ce projet, donc Rajoy et aux socialistes portugais pour ne pas faire ce site d'enfouissement. Et le Portugal a accepté de retirer sa plainte à la Commission européenne en mars dernier, en mars 2017. D'accord. Donc la pollution sera limitée dans la région. De pollution, si ça devait être mal fait, sera limité à seulement une centrale nucléaire qui a 40 ans et qui commence à mal vieillir. D'accord. Les centrales nucléaires qui vieillissent, on est assez experts de la question en France. Petit message politique. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Non. C'est sans conséquence pour la région environnante. Surtout. Ok. Pour ce qui est de social avec le chômage, on a une crise aussi au niveau des migrations, parce qu'il y a des emplois qui vont devoir être déplacés. On a des familles, surtout de personnes d'Afrique du Nord, qui se sont déplacées il y a quelques années ou des dizaines d'années, qui dépendent de cette agriculture. On a une crise écologique avec des bras du Tage qui sont complètement asséchés. Il y a des régions qui étaient touristiques et qui vivaient uniquement du tourisme dans cette région.
Et maintenant, c'est à sec. On peut pas se baigner, on peut pas y mettre un bateau, c'est juste à sec, à sec. On a une crise économique, donc, avec une région, Murcie, qui va perdre une grande partie de son PIB, et c'est la même chose pour Almeria. Crise agricole, et après, est-ce qu'on aura une crise aussi au niveau de la... Ça reste à voir. Les seules solutions qu'ils ont eues pour l'instant, c'est de désaliniser l'eau de la Méditerranée. Donc maintenant qu'on a vidé le Tage, vidons la Méditerranée. Tant qu'à faire. Le problème, c'est que ça coûte 3 fois plus cher au mètre cube. Ce qui ne va pas réduire le prix des fruits et légumes. Non, pas spécialement. C'est qu'on a une guéguerre entre autonomie, entre ceux qui vivent du Tage et qui aimeraient bien qu'on arrête avec ce grand projet d'envoyer de l'eau dans le sud-est, et on a le sud-est qui dit mais nous on dépend de ça pour vivre, donc continuez à envoyer de l'eau. Ça amène plusieurs questions, notamment au niveau de la gestion de l'eau en Europe. Là on a un manque d'eau en Espagne, mais par exemple en Allemagne, on a plus d'un tiers des sources d'eau qui sont polluées, en raison de l'agriculture et de l'intensité de la vie en Allemagne. Il y a toujours aussi une question de droit de regard sur les études d'impact et les expertises. Ça s'est vu ici avec le Tage Segura, comme ça s'est vu à Notre-Dame-des-Landes. J'aurais pu avoir des contre-expertises un peu plus tôt, sans avoir de manifestation des deux côtés. La capacité de l'UE à arbitrer sur un conflit diplomatique. Et est-ce que l'UE sera en capacité de gérer une gestion commune de l'eau? Et il y a aussi ensuite la question de l'interdépendance entre les pays en Europe, où un bout de canal de 200 km pourrait avoir des conséquences partout en Europe sur le prix de nos concombres et tomates. Et ce sera certainement un sujet qui sera porté pendant les élections européennes de l'année prochaine. Peut-être. Peut-être pas. Il y a du bruit chez toi, je sais pas ce que. Enfin, je sais pas si je joue avec ton clavier ou si. Mais il y a du bruit en tout cas. Mais là, il n'y a plus de bruit, t'as dû couper ton micro, je sais pas. J'arrête de bouger. Parfait, très bien. Arrête de respirer aussi pendant 10 minutes, juste pour voir. Non, mais merci beaucoup pour cette présentation de ce sujet européen qui est non négligeable. On mange des fruits, on mange des légumes qui viennent d'Espagne, mais on ne sait pas comment ça se passe vraiment là-bas et les enjeux que ça implique. Ce que tu as présenté, ça me fait penser à un autre exemple de fleuve qui s'assèche à cause de l'agriculture intensive notamment et de la gestion globale. Je vais essayer de vous retrouver. C'était une vidéo qui a été faite il y a 3 ans. Et ça se passe en Chine. Je vous la partagerai dans le chat. C'est une vidéo qui a été faite à l'occasion d'un TEDx à Dijon. Coïncidence, je ne crois pas. Et donc ça parle d'un fleuve en Chine, pareil, qui est complètement à sec et qui pose de gros problèmes d'agriculture, de déplacement de population et de grosses problématiques de cet ordre. Je vais mettre le lien dans le Framapad, comme ça vous pouvez regarder après ce live. Merci beaucoup Clément pour cette présentation. Merci à toi. Tu reviens la semaine prochaine avec un nouveau sujet? Si tu me demandes gentiment. Est-ce que s'il te plaît, dans toute ma gentillesse, dans toute ta bienveillance, tu accepterais de revenir avec un autre sujet la semaine prochaine? C'était gentil ça, non? Allez, ciao. Bonne journée, à bientôt. On peut avoir ça dans la revue de la semaine de Mélenchon, du coup, avec ses nouveaux amis européens. Alors c'est possible ça, Matsuga. Comme vous le savez, que les élections européennes sont en train de se préparer, les alliances se mettent en place. Et il y a des sujets européens qui vont commencer à pointer un peu partout. Des enjeux européens en tout cas. Mais... Oui, on a des petits problèmes de son parce c'était le micro de sa caméra qui était utilisé. Mais du coup, voilà, ça me semblait intéressant d'avoir, notamment dans la perspective des élections européennes, mais d'une manière générale,
de mettre en avant des sujets qui ne sont pas forcément présentés dans les médias français, parce que c'est pas des enjeux franco-français, et intéressant de changer d'échelle pour avoir des sujets un peu éclairants et qui nous sortent de notre quotidien médiatique. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Il faudrait régler ces problèmes de micro, mais... Et la question du nucléaire qui passionne toujours grand froid, et effectivement, il faudrait en parler plus en détail et plus longtemps. Il est 9h05, je vous propose de passer au reste de l'actualité, à moins que vous ayez des questions, des choses sur lesquelles vous souhaitiez rebondir. On a eu un sujet tout récemment sur le service universel. Si nos politiciens partent en Espagne, ça ne devient pas des enjeux français. C'est l'un qui fait référence à l'hypothèse de Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. Potentiellement, peut-être. Disons qu'il se pose la question. Coco Moutard qui nous dit « Vive le nucléaire !» Normal, quand tu bosses sur le sujet et étant des grosses erreurs, imprécisions, il faut bien réagir. Alors le problème, c'est la réaction avec le délai du stream, ce qui ne permet pas forcément de suivre vraiment le sujet. Mais il faudrait faire un vrai sujet sur le nucléaire. Il faudrait que tu parles du nucléaire en libre antenne, par exemple, Grand Froid. Pour être intéressant. Justement, par exemple, pour corriger ce qui a été dit ce matin, si tu veux apporter des précisions, jeudi soir, libre antenne, tu viens en parler et Jean se fera un plaisir de t'écouter. Voilà. Le service universel, typiquement le sujet dont il faut parler avec Jean Massier. Parce que c'est un sujet qui le tient à cœur. Il en a parlé notamment hier soir sur une chaîne d'information qui appartient au premier groupe audiovisuel français. Télévisuel français, audiovisuel français. Appartenant lui-même à un grand patron du BTP. Hein. Et du coup, j'ai pas fini de regarder le replay parce que j'ai écouté pour m'endormir et du coup, je me suis endormi avant qu'il parle du service universel. Et comme j'ai pas vraiment avancé sur le sujet, je vous avoue ne pas avoir grand chose à vous dire, si ce n'est regardez de quoi ça s'agit, hein, comme disent les gens qui ne savent pas parler français. Et parlez-en avec Jean Massier et faites-vous votre opinion et parlez-en sur le Discord d'Acropolis. Pour ou contre le service universel, je crois que c'est 1 mois avec une période obligatoire d'internat, avec un coût de 3 à 4 milliards d'euros, il me semble. Pour les jeunes à partir de 16 ans. Ah, il y a mes voisins qui font du bruit, pardon. Je suis pas très content vu que ça va probablement toucher mon petit frère. Ah, et pourquoi tu n'es pas content ? Est-ce qu'au contraire, c'est pas une bonne chose ? Je sais pas, je vais pas regarder le détail. Hein, donc Est-ce que c'est plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ? Est-ce que c'est utile, pas utile ? Est-ce que c'est de l'argent gaspillé ? Est-ce que comme je l'ai vu sur Twitter hier soir, il vaudrait mieux mettre l'argent dans les universités, par exemple ? Pour résumer, tout le monde autour de la table avait l'air d'accord pour dire que c'est de la merde. Ah. Merci pour le spoil, Neri. Super. Personne n'est content quand on touche son petit frère. Paul lundi matin. Ils vont faire quoi du coup ces jeunes ? Bah c'est une bonne question. Bref, service universel. On y reviendra ultérieurement dans une ultériorité. Ce week-end sur le plan international, l'actualité internationale, c'était ce week-end ou c'était vendredi, je sais plus. Il y a eu un moment historique en Corée avec la poignée de main et les échanges, les déplacements des dirigeants nord- et sud-coréens qui se sont retrouvés à la frontière nord-sud. Un moment chaleureux qui a rassemblé les deux Corées, première fois depuis des décennies. On a vu une poignée de main prise en photo avec le petit muret qui signifie la frontière entre le nord et le sud. Et c'était un grand moment d'émotion, un grand moment de force. Et
les rédacteurs de ce Framapad que je vais m'empresser de vous repartager incessamment sous peu. Je recherche le lien que j'avais mis dans le chat. Vous propose une petite lecture d'explication sur les enjeux autour de ça, autour de cette réconciliation coréenne. Parce que, évidemment, c'est un enjeu très très complexe. Un article de Courrier International qui explique en Corée du Nord, le site des tests nucléaires s'est effondré. Ah, intéressant. Je crois surtout que s'il y a besoin de rendre ça universel, c'est que l'armée a du mal à recruter et que l'État, au lieu de rendre l'armée attractive, décide de forcer la main aux jeunes. Je trouve pas ça cool du tout. Mais est-ce que le service universel va être géré par l'armée ou pas du tout? C'est la question. Alors, selon certaines théories sur la Corée du Nord, il s'agirait de dire que la Corée du Nord, n'étant plus en capacité de faire des tests nucléaires, ils auraient décidé de relancer l'économie en se réouvrant au monde et en faisant preuve d'ouverture et de coopération pour réduire les sanctions à l'égard du pays de Kim Jong-un. Donc, voilà, chacun se fera son opinion. On peut estimer quand même que la pacification des relations est toujours une bonne chose, a priori. La paix, c'est mieux que la guerre. N'hésitez pas à me citer dans vos rédactions, philosophiques surtout. Citez-moi pour le bac. La paix, c'est mieux que la guerre. Point. Je suis sûr que vous aurez au moins la moyenne avec ça. Du coup, voilà. C'était le moment émotion, le moment qui a marqué la semaine dernière sur le plan diplomatique. On va avoir normalement d'ici fin mai la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et donc on verra comment ça va avancer dans les semaines qui viennent. C'est bizarre que Kim change aussi rapidement. On est d'accord que moutarde. C'est pour ça que la théorie présentée par Courrier International semble crédible. Salut Danimars, bienvenue. Et la deuxième actualité internationale de la semaine dernière, c'était Emmanuel Macron qui était aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. C'était une visite d'État, donc il n'y avait pas théoriquement d'enjeu outre entretenir de bonnes relations diplomatiques. C'est le premier président français, c'est le premier chef d'État étranger à faire une visite d'État aux États-Unis, qui est depuis l'élection de Donald Trump, qui est la visite d'État. Il y a plusieurs niveaux diplomatiques, plusieurs niveaux de protocole. La visite d'État, c'est ce qu'il y a de plus haut en termes de protocole. Et Macron était le premier. Et il y a eu une présentation intéressante Enfin, intéressante. Vous en faites ce que vous faites votre propre opinion, évidemment. L'opposition en France, évidemment, disait que ça s'est soldé par un échec, la visite diplomatique de Macron, puisqu'il n'a pas obtenu de Donald Trump de revirement sur l'Iran et ni d'avancée particulière sur les sujets avec lesquels il était venu. La réponse d'un chroniqueur du très neutre journal du dimanche, la très neutre gazette du dernier jour de la semaine, expliquait que c'était pas l'enjeu d'obtenir des avancées. Une visite d'État, c'est surtout pour asseoir le fait que la France serait redevenu l'interlocuteur numéro 1 en Europe, en dehors de l'Europe du coup, et deuxièmement que la France serait devenue le nouveau meilleur ami des États-Unis depuis l'élection de Macron et de Trump. Et donc c'était plus un enjeu d'image que de négociation sur les sujets de fond. Voilà la présentation qui a été faite, l'analyse qui a été faite par ce chroniqueur du journal. C'était très marrant de voir la différence de traitement médiatique de cette visite entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire, Friconelich, c'était traité comment aux États-Unis? Alors évidemment, les médias ont couvert
l'actualité d'images de fraternité, d'amitié, de camaraderie entre Donald Trump et Emmanuel Macron, avec notamment le fameux passage du comment on dit, quand ils ont creusé la terre pour planter un arbre. Je veux dire du plantage d'arbres, mais oui, ça marche. Mais au-delà de ça, voilà, c'était un enjeu diplomatique, relations internationales, tout ça. Il faut savoir que dans le cadre de ce déplacement, il y a eu aussi des discussions souterraines, entre guillemets, qui étaient pas forcément mises en avant sur le plan médiatique, mais quand un chef d'État se déplace, c'est souvent l'occasion pour des députés, des sénateurs, de profiter de ce voyage pour aller aussi rencontrer des interlocuteurs, d'aller rencontrer d'autres élus par exemple, et je sais que j'ai discuté avec une assistante parlementaire qui m'expliquait que la sénatrice pour laquelle elle travaille faisait partie du voyage. On a profité pour échanger avec des sénateurs là-bas, pour avancer sur des sujets communs, sans forcément que ce soit médiatisé pour l'occasion. Est-ce que la visite d'État serait une sorte de remerciement de Trump à Macron pour l'avoir soutenu en Syrie? Alors le gros gag, pas du tout, ça était prévu de très longue date, cette visite d'État, bien avant les frappes en Syrie. Et je suis à peu près certain que c'est pas un soutien de Macron à Trump sur la Syrie. C'est plutôt un travail commun. Macron avait déjà parlé des frappes en Syrie, il avait déjà dressé la ligne rouge il y a un an, donc voilà, comme dit Gultig, c'était prévu bien avant. Ça a certainement renforcé les liens entre les deux chefs d'État, mais c'était pas du tout un remerciement. Aux US, c'était présenté comme les meilleurs potes du monde. En France, il y a eu pas mal de décortiquage sur les rapports de domination Trump-Macron. D'accord. Cela dit, les images qui ont été montrées au-delà des commentaires, c'était vraiment la camaraderie entre les deux. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est toujours le même débat sur les relations diplomatiques. Est-ce qu'on peut avoir de très bonnes relations diplomatiques avec un chef d'État avec lequel on n'est pas d'accord sur tous les sujets? Est-ce qu'il faut ne se rapprocher que de ceux avec lesquels on est d'accord et s'éloigner de ceux avec lesquels on n'est pas en accord sur le plan politique? Il y a plein de sujets. Et comme disait Matt Sugar, Thomas Piketty, qui s'exprimait sur On n'est pas couché samedi, a comparé les politiques fiscales de Trump et de Macron. Évidemment, Thomas Piketty, qui est plutôt orienté politiquement à gauche, c'est un euphémisme, qui trouvait que les lignes de Macron et de Trump étaient très très proches sur le plan fiscal. Ce sont des élus plutôt tendance libérale, donc forcément c'est assez similaire en termes de démarche et de philosophie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité. Je vous propose de passer au programme de la semaine, proposé toujours par la Gazette du dernier jour de la semaine. Hop. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Tac. Parfait, on va dire que vous voyez bien ici. Alors, on a déjà parlé de la semaine sociale, donc on va pas forcément beaucoup y revenir. Aujourd'hui, il y a Édouard Philippe qui préside la cérémonie du 155e anniversaire du combat de Cameron à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. On a le pape François qui reçoit au Vatican les victimes d'un prêtre pédophile chilien, voilà. Le meeting dont on a parlé tout à l'heure à Paris, place de la République. À partir de demain, il y a Emmanuel Macron qui entame une nouvelle visite internationale et qui sera en Australie. Après le voyage aux États-Unis, Emmanuel Macron continue de se déplacer à travers le monde. Et là, il va parler du commerce. Il me semble effectivement qu'il y a des discussions entre l'Europe et l'Australie sur un traité de libre-échange, avec des accords bilatéraux, un peu comme il y a eu le TAFTA entre le Canada et l'Europe. Il y a certainement des discussions de cet ordre entre l'Australie et l'Europe. Et donc Emmanuel Macron se déplace notamment sur ce sujet en Australie à partir de demain. Il y aura donc évidemment les traditionnels défilés syndicaux à l'occasion de la fête du travail.
Et il y aura également un dépôt de gerbes sur le pont du Carousel à la mémoire de Brahim Bouharam, un jeune Marocain mort noyé dans la Seine en 1995, poussé par des militants d'extrême droite, et ce sera par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ce sera prévu demain. Gultix qui suggère que Emmanuel Macron visite tout le Commonwealth avant Theresa May dans le cadre du Brexit. Le taffetas, je pensais que c'était une spécialité libanaise à base de pâtes de pois chiches. Et bonjour Lubu, merci d'être présent, c'est important. Macron, futur président de la Commission européenne. Alors peut-être, on verra Dany Mars dans les années qui viennent. Je pense qu'il a 2-3 trucs à finir de régler avant. TAFTA, CETA, GETA, AETA, ça commence à faire beaucoup tout ça. C'est un vaste sujet, les traités de libre-échange bilatéraux. Dépôt de gerbes sur un pont, c'est Jean Massier qui le fait. Alors, si vous voulez comprendre cette référence de Gultix, je vous invite à venir aux apéropolis organisés par Acropolis, et par les membres de la communauté d'Acropolis surtout. Là, la référence est liée à la ville de Lyon, mais je suis sûr qu'il y a des références à peu près tous les apéropolis. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, c'est ouvert à tous. Et on en fera un certainement d'ici un mois à Paris. La chemise de lundi matin, quand je pense que je vais peut-être y avoir droit très bientôt, avec peut-être cravate en plus, courage Sylvain. Non, je suis en chemise tous les jours en fait, sauf le week-end éventuellement. J'avais pensé à faire cette émission en peignoir, mais j'ai pas osé. Faudrait peut-être que j'y pense. J'ai peur que ça desserve mon propos. Par contre, les cravates... Ouais. C'est pour avoir des cravates, je pense que vous en avez à la télé. Hein. Hommage à DSK, le peignoir. Et j'ai même les cigares qui vont avec, pour être encore plus dans le rôle. Excusez-moi, je sors de la douche. Mais je ne pouvais pas sortir de la douche ce matin parce que l'eau était froide, et chaude. Et du coup, j'ai trouvé d'autres solutions que la douche. Il y aura un apéro police à Caen, certainement en septembre, mon cher Célan, absolument. Mercredi, alors mardi c'est aussi la journée mondiale de l'asthme, étant moi-même concerné par cette pathologie, je pense que c'est important de le signaler, voilà. Mercredi, Édouard Philippe et ses services se délocalisent dans le département du Cher, je crois que ça va même durer 3 jours. C'est pas la première fois que ça arrive que le Premier ministre déplace ses services dans les territoires, avec des guillemets évidemment, pour être un peu plus sur le terrain, pour rencontrer des acteurs locaux, pour montrer que l'État ne se résume pas à Paris, il n'est pas trop centralisé. Tu sais qu'un mec en chemise sur Twitch c'est un peu bizarre, mais c'est le but, le gros gag. C'est complètement le but, c'est d'être bizarre. Le bizarre, c'est bien. Donc, délocalisation d'Édouard Philippe dans le département du Cher. Ensuite, la Commission européenne publiera sa proposition législative pour le cadre financier 2021-2027 tenant compte du Brexit. Donc on est sur de la prospection, de la prospective plutôt que de la prospection. Comment c'est dur, hein, c'est la fin de l'émission bientôt. Et donc on en saura plus sur les prévisions de la Commission européenne pour les 10 années à venir. On aura le procès en appel de 2 anciens maires rwandais condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsis en 1994. La Commission européenne a encore du crédit après le Semergate. Oui, c'est Selmer, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est une excellente question, Dany Mars, c'est une excellente question. Mais en même temps, pour l'instant, c'est encore son rôle de faire ce genre de propositions législatives. Ce qui veut dire que ça sera soumis au Parlement européen. Nous en saurons plus à ce moment-là. Jeudi, Emmanuel Macron sera en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est à peu près la suite de son voyage, ce sera assez logique après l'Australie. Nouvelle-Calédonie, je vous rappelle, en novembre, il y aura un référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Et donc Emmanuel Macron va préparer le terrain à ce sujet. Il y aura également la demi-finale retour de la Ligue Europa de football entre Salzbourg et Marseille après la victoire de l'OM jeudi dernier, 2-0 je crois au Vélodrome. Marseille tentera de se qualifier pour la finale de cette petite coupe européenne.
Rassemblement jeudi, on en a parlé tout à l'heure, à l'appel de l'intersyndicale de la SNCF sur l'esplanade des Invalides à Paris devant toutes les préfectures en région pour demander la suspension, le retrait du projet de loi sur la SNCF. À noter, d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans l'actualité, c'est le changement à la tête de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly qui a laissé sa place à quelqu'un dont le nom m'échappe et qui est beaucoup plus dur, sur une ligne beaucoup plus dure que lui, et qui demande notamment un moratoire sur le projet de la SNCF. Donc on arrête tout, et on se remet autour de la table, et on recommence. Le foot, on s'en fout. Par contre, je crois qu'il y a 3 équipes françaises sur 4 au championnat d'Europe de hand. Alors, effectivement, il y a 3 clubs français qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions de handball. Absolument. Ce week-end. C'est historique pour la France. C'est Nantes, Montpellier et Paris. Vendredi, conférence sur la paix au Pays Basque à l'occasion de la dissolution attendue de l'ETA à Cambo-les-Bains. L'ETA, vous savez, le groupe qui a fait qui a commis quelques attentats ces dernières années. Pavageau, absolument, merci Nairi. Le nouveau président nouveau secrétaire général de FO s'appelle Pavageau, je ne sais plus son prénom, mais effectivement il s'appelle Pavageau. Départ du Tour d'Italie, cycliste évidemment depuis Israël, ce qui s'appelle Pascal Pavageau, merci, qui commence en Israël, évidemment le Tour d'Italie qui débute en Israël, comme quand le Tour de France commence en Écosse. Les championnats du monde de hockey sur glace au Danemark. Début de l'opération de Tous à l'Opéra dans 25 pays européens. Est-ce que vous allez participer à cet événement? Dites-le nous dans le chat ou dans les commentaires de cette vidéo YouTube, évidemment, sur lesquels vous ne manquerez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, tout ça, tout ça. Samedi, la grande manifestation à l'appel de la France Insoumise. Ah bah c'est bien ça en fait. Contre l'action du gouvernement pour les 1 an de l'élection d'Emmanuel Macron. C'est samedi également le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx. Un joyeux anniversaire, mon cher Karl. Et il y aura également une manifestation pour l'indépendance de l'Écosse. Et c'était intéressant, je vois ça en préparant cette émission, parce que oui, cette émission est préparée, un peu. Je savais pas qu'il y avait encore des mouvements indépendantistes en Écosse. Je savais pas où, enfin, je savais pas que c'est pas que je savais pas qu'il y en avait encore, mais je savais pas où en étaient ces manifestations qui avaient été relancées suite au Brexit, suite au vote du Brexit d'ailleurs, plutôt. Mais il y avait eu déjà un référendum il y a 4 ans en Écosse, qui s'était soldé par un non. Mais voilà, je savais pas que c'était encore aussi important, bientôt 2 ans après le vote du Brexit d'ailleurs, hein. C'était en juin 2016. Oui, mais là ça reprend de l'ampleur car eux veulent rester dans l'Union Européenne, oui voilà. Ils avaient voté non parce qu'on leur avait dit que si c'était oui, ils quittaient l'Europe. Donc quand il y a eu le Brexit, ils l'ont eu super mauvaise. Oui, tout à fait. Mais comme ça fait déjà 2 ans depuis le Brexit, je ne savais pas où ça en était depuis cette période-là en fait. Donc visiblement, le mouvement est encore vivace. Bon, on verra si ça mobilise beaucoup de monde samedi. Et enfin, dimanche, des élections législatives au Liban, municipales en Tunisie. Ce sont les premières depuis la Révolution arabe. Et le second tour des élections territoriales en Polynésie française. Voilà pour le programme de la semaine. Je vous propose de sauter l'horoscope parce qu'il est déjà bientôt 9h30 et que ça ne me semble pas la partie la plus intéressante, la plus, comment dire, avec le plus de valeur ajoutée finalement dans cette émission. Et je vous propose de passer à la programmation d'Acropolis. J'ai raté un épisode, c'est quel pays dont vous parlez? On parle de l'Écosse d'Animas. Et pour la petite anecdote, j'ai voyagé en Écosse pendant la période du référendum d'il y a 4 ans, du coup, 4 ou 5 ans. Et c'était assez intéressant de voir toutes les affiches pro ou anti indépendance de l'Écosse. Oui, je vais parler du Discord en conclusion, mais parlons plutôt de la programmation pour commencer. Cette semaine sur Acropolis. Attention, ce stream est préparé. Et bonjour Vélania, bienvenue. Donc nous sommes lundi 30 avril et vous êtes dans l'émission Comme un lundi qui va bientôt s'achever.
Demain, c'est la fête du travail, mais il y aura bien le stream de It's the Economy Stupid. Et d'ailleurs, je crois que j'ai l'information de l'invité que je peux peut-être vous fournir. Alors, je vais aller vérifier ça dans mes fiches. Monsieur l'animateur m'a autorisé à donner l'information. Alors, il n'y aura pas une, mais deux invités demain. Il y aura Léa Chamboncel et Nathalie de Quatre-Barbes. Et le sujet sera la directive européenne de régulation des plateformes. Un sujet qui va concerner tout l'Internet européen. Et donc je vous invite à vous rendre sur le live d'Acropolis demain soir à 20 h pour parler de ce sujet qui va défrayer la chronique dans les mois qui viennent. C'est plus que les géants du web, Kylian, ça va vraiment être tout Internet qui va être concerné par cette directive qui devrait être votée au mois de juin en Europe. Et donc on vous expliquera tout ça demain soir avec Arnaud de Stupid Economics. Voilà. Jeudi, on retrouve pour la deuxième édition Party Time avec Adrien, qui vous présentera l'actualité des parties. N'hésitez pas à faire vos retours d'ailleurs sur la première qui a eu lieu jeudi dernier. Comme ça, on pourra encore améliorer le contenu et la présentation de ces émissions. Et évidemment, la libre antenne jeudi soir qui devrait enfin voir l'arrivée d'Acrocraft, le serveur Minecraft d'Acropolis. Incroyable! Un jeu qui est bien, n'est-ce pas? Voilà pour la semaine sur Acropolis. Évidemment, c'est encore les vacances parlementaires, donc il n'y a pas de QAG. Évidemment, Macron étant en voyage, il n'y aura pas de Conseil des ministres. De toute façon, je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous n'allons plus commenter le Conseil des ministres sur Acropolis, comme Jean vous en a déjà parlé jeudi soir. Pour plein de raisons. Bonne ou mauvaise, chacun se fera son opinion. Amazon, je suis exploité depuis 8 ans. Tu travailles pour Amazon, Coco Moutarde? Alors pourquoi nous ne ferons plus le Conseil des ministres? Première raison, c'est parce que l'horaire et la date sont beaucoup trop variables pour nous permettre de nous organiser. Et surtout, nous n'avons pas accès aux informations en temps réel. On est toujours en train de passer notre temps à surveiller les dates, les horaires, les machins. Comme on n'est pas reconnu comme service de presse par l'Elysée, c'est extrêmement compliqué. En plus, on a besoin de temps pour faire vivre le projet Acropolis en dehors des émissions. Si on veut pouvoir se concentrer sur l'essentiel, il faut qu'on fasse des choix qui ne sont pas toujours faciles. Et enfin, les sujets qui sont présentés en Conseil des ministres sont toujours présents en question d'actualité au gouvernement le mercredi après-midi après le Conseil des ministres. Donc au final, on parle 2 fois du même sujet. La présentation est quand même relativement limitée. Voilà, à part quand l'école Parmentier amène ses élèves évidemment en Conseil des ministres, en dehors de ça, le sujet est quand même limité. Le jour où on aura les moyens humains de faire des émissions et de faire vivre le projet en même temps, on reviendra sur le Conseil des ministres, mais pour l'instant, on a fait le choix de nous retirer de la vie Conseil des ministres. Bref, la conférence de presse du Conseil des ministres, pour se concentrer sur l'essentiel, sur le cœur, sur les fondamentaux, les questions d'actualité au gouvernement. Tu penses quoi de Griveaux par rapport à Castaner niveau com? Je sais pas, moi t'en penses quoi Dead Squirrel, toi? On s'en fiche de ce que j'en pense, moi. Les gamins, c'était les questions les plus pertinentes, complètement, celle des marches. Je suis complètement d'accord avec ça. Hop. Magie du direct, vous êtes dans le lien. C'est sur le site de l'Elysée. Alors la vidéo est sur le site de l'Elysée, c'est sur Dailymotion même de l'Elysée, quand ça fonctionne. Et sinon c'est sur le périscope de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Dans le lien, je vous ai remis le lien du Discord parce que, dernière information de la journée, nous avons mis en place jeudi
le nouveau Discord d'Acropolis, la refonte du Discord, la V2, la réforme du Discord que nous avons mis en place suite à d'intenses discussions au Parlement de l'Acropolisserie. Je vous invite à le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à rejoindre le Discord pour ceux qui ne sont pas encore dessus, à nous faire vos retours, à participer aux nouveaux channels, aux nouveaux vocaux, à la nouvelle partie débat également que nous avons lancée. N'hésitez pas à nous faire vos retours également. La nouvelle version n'est pas figée dans le marbre, c'est-à-dire qu'elle va encore évoluer, il va y avoir des ajustements finalement à la marge, pour employer un terme technico-politico-gouvernemental. Et donc je vous invite à nous y retrouver régulièrement, parce que c'est plutôt sympatoche. Voilà. Dernière chose, je vous le rappelle, on en a parlé tout à l'heure au moment de la météo, mais ça n'a rien à voir avec la météo. Samedi, nous serons à Arlon, en Belgique, dans la province de Luxembourg, donc c'est à côté de Luxembourg, du coup, pas trop loin de Metz notamment, pour une convention qui s'appelle le Crax, avec pas mal de youtubeurs et de streamers de qualité, et nous, et Stupid Economics, et plein de monde. Et c'est gratuit, c'est toute la journée, c'est samedi, venez, ça va être sympa. On va discuter, on va faire des ateliers, on va faire des conférences, on va faire des trucs belges, du type boire de la bière par exemple, et manger des frites, parce qu'on aime les clichés, c'est important. Et donc voilà, ça va être chouettos. Je vous laisse passer une fort agréable semaine sur Acropolis. Le chat est en train de s'endormir, un peu comme moi, qui est un peu en train de ramer pour terminer cette émission. Je vous laisse sur cette image de Jar Jar Binks, comme la semaine dernière, je crois. Parce que c'est important. Jar Jar Binks, c'est un peu l'essence de Star Wars. Et je vous dis bonne journée, bonne semaine, à lundi prochain pour ma part. Et voilà, des bisous, hein, comme le dit le Framapad. N'hésitez pas à aller sur le lien magique qui est situé en bas du Framapad pour aller plus loin sur le sujet des fleuves et me faire des retours sur cette émission. Est-ce que l'exposé vous a plu? Est-ce que l'organisation vous a plu? Et merci Natu pour ce sub. Incroyable. Des bisous.